Et zoom maintenant sur la Corée du Sud, plus particulièrement sur les Sud-Coréens, avec notre invité et correspondant Frédéric Ojardias. Bonjour. Vous êtes journaliste en Corée du Sud depuis 8 ans, un pays que vous connaissez bien, puisque vous y habitez depuis 14 ans maintenant, un pays que vous admirez, selon vos mots, et que vous nous faites découvrir à travers 22 portraits tout aussi attachants les uns que les autres dans ce livre sud-coréen, Ligne de vie d'un peuple. Un pays avec une identité complexe. Vous évoquez d'ailleurs le mythe d'une nation homogène. Qu'est-ce que vous voulez dire ? En fait, la Corée a longtemps été un pays très très isolé, qui méritait d'ailleurs son surnom de pays ermite. Il faut savoir que les Sud-Coréens ont dû attendre les années 90 pour avoir un passeport et pour pouvoir voyager librement. Pendant très longtemps, jusqu'à récemment, les petits Sud-Coréens apprenaient à l'école que le sang coréen était très pur. Sauf qu'aujourd'hui, la Corée du Sud, en Corée du Sud vivent, eh bien, il y a beaucoup de réfugiés nord-coréens, il y a beaucoup de plus en plus de la diaspora coréenne qui commence à revenir, des Coréens des États-Unis, de Chine. Il y a beaucoup aussi de Sud-Coréens qui se sont mariés avec des étrangères. Pas loin d'un mariage sur 7 est un mariage international. Donc en fait aujourd'hui, être coréen, il y a plein de façons différentes d'être coréen. Donc la Corée du Sud doit répondre à ce défi-là de quelle est notre identité maintenant, puisque le pays s'est complètement ouvert et est devenu très cosmopolite. Et un pays qui a connu une réussite économique phénoménale en une seule génération, comment est-ce qu'on explique ça ? Alors En quelques mots. Oui, on pourrait écrire une thèse là-dessus. En fait, à la base du développement spectaculaire de la Corée du Sud, il y a à la fois les Coréens eux-mêmes, un peuple très éduqué qui, à cause de leurs habitudes ou leurs coutumes confucianistes, mettent beaucoup l'accent sur l'éducation. Et c'est aussi les chaebols, ce qu'on appelle les chaebols, qui sont ces grands conglomérats familiaux sur lesquels le gouvernement, dans les années 60, a parié. Le gouvernement a choisi quelques chaebols et a décidé d'en faire des champions du monde, des champions de l'exportation. Et c'est comme ça que Samsung, qui à l'époque, dans les années 50, fait du commerce de poissons séchés, devient aujourd'hui la première entreprise mondiale d'électronique. Et c'est dû à la fois aux Coréens qui ont fait des sacrifices énormes, qui travaillaient énormément tard le soir, les week-ends, et qui l'argent qu'ils économisaient l'investissaient dans l'éducation, et des entreprises aidées par leur gouvernement qui sont devenues des géants dans le monde entier. Et les Sud-Coréens, c'est ce que vous dites dans votre livre, entretiennent une relation d'amour-haine avec ces chaebols, donc ces grands conglomérats, ces conglomérats familiaux. On pense à Samsung, on pense à Hyundai, on pense aussi aux récents événements. L'ex-héritier de Samsung, incarcéré en 2017 dans une affaire de corruption qui a entraîné la destitution à l'époque de la présidente Park Geun-hye. Les Coréens se sont révoltés avec, on s'en souvient, ces manifestations à la bougie. Comment est-ce que vous expliquez cette révolte des Coréens, des Sud-Coréens ? Alors, les Coréens, déjà, il y a un vrai goût de la lutte en commun, c'est ça, de la lutte en commun. Et les Coréens, il faut savoir que la démocratie, c'est eux qui l'ont gagnée. Il y a dans les années 60, des années 80, ils vivent sous la botte de plusieurs régimes militaires, et c'est à force de démonstrations, de manifestations, de luttes parfois très très violentes. Ils ont des militants pour la démocratie qui sont morts en prison, il y a de la torture, c'était vraiment très très dur. Donc ils sont très très fiers d'avoir obtenu eux-mêmes la démocratie. Et Park Geun-hye, eh bien, pour eux, représentait un peu un retour en arrière. Park Geun-hye, c'était la fille d'un général, le dictateur Park Chung-hee. Donc c'est aujourd'hui le rejet d'une vieille Corée ? Exactement, c'est ça. Park Geun-hye, c'était la volonté de réécrire l'histoire, c'était ce nationalisme, ce patriotisme un peu rance, et ça correspondait plus à la Corée cosmopolite d'aujourd'hui. En fait. Alors ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous allez au-delà de l'image d'hyper-modernité, d'hyper-connectivité à laquelle on pense, souvent quand on évoque la Corée du Sud. On découvre ainsi dans votre livre les travers de cette société sud-coréenne, et notamment une grande solitude. Alors là, je pense au phénomène mukbang, ce sont ces mangeurs du net. Racontez-nous. Alors les mangeurs du net, c'est quelque chose d'anecdotique et en même temps, ça veut dire beaucoup. Exactement, sur la société. Je voulais en parler à la fois parce que c'est tellement étonnant, c'est amusant, mais aussi le sujet est grave. Les mangeurs du net, c'est des gens qui mangent devant leur webcam et qui sont payés par des centaines, voire des milliers d'internautes qui payent pour les regarder manger. Et c'est un phénomène très bizarre et qui a un succès fou. Il y a énormément de mukbang, il y a des gens qui gagnent leur vie comme ça. Et l'explication derrière ce phénomène, c'est en fait les gens ne veulent pas manger seuls et ils préfèrent regarder quelqu'un manger, le payer pour ça et discuter avec lui,
plutôt que manger tout seul chez eux. Donc c'est assez triste la raison de l'essor de ces moquements. Et alors, autre fait qui illustre un peu cette solitude, c'est qu'en Corée du Sud, c'est toujours dans ce pays que le taux de suicide est l'un des plus élevés des pays de l'OCDE, notamment chez les personnes âgées. Là aussi, c'est une évolution des mentalités. Eh oui, en fait, jusqu'à récemment, la Corée du Sud avait un des taux les plus bas de suicide. Et le développement économique très rapide au pas de course, qui a un peu brisé tous les liens communautaires existants, a créé aussi beaucoup de solitude et beaucoup de gens qui se sentent vraiment abandonnés, laissés au bord du chemin. Un cliché, on dit souvent, oh, c'est les petits Sud-Coréens qui se suicident à cause de leurs études qui sont très, très exigeantes. En fait, non, c'est les personnes âgées qui se sentent plus utiles et qui se sentent un peu abandonnées. Pendant longtemps, les personnes âgées vivaient avec leurs enfants, leurs petits-enfants. Ces habitudes sont en train de se perdre et il y a beaucoup de solitude. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur votre livre qui est vraiment très intéressant. 22 personnalités, 22 profils très différents qui donnent une image de la Corée du Sud. Je renvoie à votre livre, si vous voulez en apprendre davantage sur cette culture, les Sud-Coréens, Ligne de vie d'un peuple. C'est aux éditions Atelier Henri Dougier. Merci beaucoup Frédéric.